Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir en tant que doyenne du groupe d'histoire-géographie de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche de vous accueillir à cette table ronde de l'Inspection générale qui est une tradition au sein des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est une tradition à laquelle le groupe d'histoire-géographie est très attaché. Et nous sommes particulièrement tous heureux de vous accueillir et d'accueillir aussi des lycéens, aussi bien parce qu'ils suivent l'histoire-géographie que la spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, sachant qu'il y a de la mer aussi bien dans les programmes d'histoire que dans les programmes de géographie, que dans les programmes de la spécialité, et ceux de la 6e à la terminale. Donc, bienvenue à cette table ronde qui a pour sujet « La France a-t-elle manqué ses rendez-vous avec la mer ?» Autrement dit, qu'il s'agisse de l'État ou des acteurs privés, la France a-t-elle su et sait-elle tirer parti des atouts que lui procurent ses façades maritimes, les outre-mer, sa zone économique exclusive et sa maîtrise des mers et des océans ? Le cheminement historique que nous vous proposons aujourd'hui est constitué certes de rendez-vous manqués, mais aussi de rencontres, de réussites et de savoir-faire. Il débutera dans la seconde moitié du XVe siècle au traité de Tordesillas, par lequel, le 7 juin 1494, le Portugal et l'Espagne se partagent le monde, qu'il s'agisse des découvertes, de la navigation et du commerce. La France semble exclue, cependant. Aujourd'hui, la France a la deuxième zone économique exclusive, soit près de 11 millions de kilomètres carrés, vestige des empires coloniaux. Nous aborderons successivement les aspects politiques, économiques et ceux de la recherche scientifique afin de comprendre les rendez-vous manqués, d'identifier les opportunités, mais aussi envisager les potentialités et les opportunités qui se dessinent. Pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Joël Cornette, qui est professeur d'histoire émérite des universités, spécialiste de la monarchie, notamment sous Louis XIV, et de l'histoire de la Bretagne. Il est directeur de publication chez Belin et Champvallon et l'auteur de nombreux ouvrages, dont L'histoire de la Bretagne et des Bretons, Grand Prix d'histoire de l'Académie française, et pour ne citer que les trois plus récents, Anne de Bretagne, paru en 2021, Le Roi absolu en 2022 et L'histoire de la Bretagne pour les nuls aussi en 2022. Madame Françoise Gayle, qui est directrice de recherche émérite en biologie marine au CNRS, elle est directrice de l'Institut Écologie et Environnement qu'elle a créé et vous êtes aujourd'hui vice-présidente sciences de la plateforme Océan et Climat. Pionnière dans l'exploration des grands fonds et experte de la biodiversité marine, Madame Gayle est un des principaux scientifiques et acteurs français présents aussi bien dans les groupes de réflexion que dans les négociations internationales sur les usages et les appropriations de la mer, et elle contribue à la promotion de la mer comme bien commun. Monsieur Jean-Marie Kowalski, qui est maître de conférences en histoire à Sorbonne Université, il enseigne à l'école navale où il est co-responsable du département de la formation humaine et militaire. Spécialiste de l'histoire maritime et navale, si sa thèse porte sur la mesure, la représentation et la description des espaces maritimes en Grèce ancienne, ses travaux les plus récents portent sur la Ve République. Je vous remercie chacun d'avoir accepté l'invitation du groupe d'histoire-géographie de l'Inspection générale et je vous laisse tout de suite la parole de manière à laisser ensuite un temps d'échange avec la salle, ce qui m'amènera d'ailleurs peut-être, et je vous prie de m'en excuser, à vous limiter dans vos propos. Et donc nous allons commencer par l'aspect politique. Est-ce qu'on peut dire que la France a manqué ses rendez-vous avec la mer et notamment est-ce que les rois de France connaissaient la mer ? Oui, c'est une grande question, merci. Vous nous aviez indiqué une date et cette date est importante, 1494. Eh bien, 1494, c'est ce que j'appellerais le Yalta de la mer. Imaginez-vous deux puissances qui se partagent le monde. Et ces deux puissances, on les a évoquées. Le Portugal, qui est d'ailleurs invité à ce 25e rendez-vous. Le Portugal qui est maître des mers déjà et qui commence à, non pas coloniser, mais à visiter et à exploiter une grande partie des mondes qui deviennent pratiquement connus à l'échelle du globe. Même chose pour l'Espagne. Mais 1494, c'est aussi une date importante pour l'histoire de France. C'est le début de la guerre d'Italie. Et alors, songez ce paradoxe. Le Portugal et l'Espagne se projettent vers la mer. La France regarde de l'autre côté. Elle regarde du côté de l'Est. C'est le début des guerres d'Italie. Et c'est vrai que si, et pour répondre plus exactement à votre question sur les rois,
les rois de France et la mer, c'est une rencontre un peu manquée. Hein, et on peut très vite, un panorama rapide, François Ier, la mer, bon, c'est vrai qu'il a fondé Le Havre, c'est vrai qu'il a fait un tour de France dans les années 1530-1532, il n'a pas vraiment rencontré la mer. Henri II, encore moins. Charles IX, Henri III non plus. Henri IV, la mer, non. L'édit de Nantes, mais c'est pour la fin des guerres de religion. Et d'ailleurs, les guerres de religion, 1562, 1598, évidemment, on est loin de la mer. Et d'ailleurs, les commerçants se plaignent de l'absence totale d'affaires. Et d'ailleurs, notez que les véritables inventions par rapport à la mer, c'est des inventions privées. Ce sont des négociants qui, par leur seule fortune, engagent des actions maritimes. Je vais prendre un exemple, les Normands, par exemple. Ils jouent un rôle très très important, les Normands, dans cette histoire. Je pense à une famille, par exemple, la famille Angot. Si vous visitez le manoir de Varangeville, vous verrez une très belle construction palatiale, imitée presque de l'Italie. Et ça, c'est grâce au profit de la mer lointaine. Songez que les frères Angot sont allés jusqu'à Sumatra en 1529. Mais ce sont des initiatives privées. Et d'ailleurs, la preuve, il y a un événement très très intéressant. En 1550, Henri II est à Rouen. Et à Rouen, on organise une belle entrée. Vous savez, les rois, quand ils rentrent dans une ville, ont droit à une belle cérémonie. Et cette entrée royale de Rouen a lieu le 1er octobre 1550. Et qu'est-ce qui est représenté au roi Henri II ? Eh bien, il est représenté une sorte de scénographie avec sur le bord de la Seine, on a fait un véritable, village de Topinamba. C'est-à-dire un village fait de Brésiliens, une trentaine de Brésiliens, des vrais Brésiliens, amenés là d'ailleurs en partie par la famille Angot, toujours elle, et puis des marins rouennais. Eh ben, ils vont imiter des villages du Brésil qui se font la guerre. C'est une véritable scénographie digne du Puy du Fou. Et qu'est-ce qui se passe ? Les marchands arrivent et à leur arrivée, la paix se fait entre les tribus. Voilà ce qui est représenté Henri II. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un message très intéressant adressé au roi et adressé à l'instance politique. Ce qui est dit, c'est que grâce à nous, grâce au commerce, grâce à la mer, eh bien, nous faisons la paix chez ces sauvages lointains. Mais il faut que vous interveniez, parce qu'on n'a pas assez d'argent, ça coûte très très cher. Il faut donc que l'instance étatique intervienne dans cette, expansion maritime. Voilà le message qui est adressé. Donc le rapport entre, si vous voulez, le privé et le public. Et ce rapport privé-public va durer tout au long du XVIe siècle. Alors il y aura des initiatives étatiques. Je pense à Jacques Cartier. En 1534, il découvre le Saint-Laurent. Il nomme même le Canada, qui vient d'ailleurs d'un mot indien, Kanaka. Il a rencontré les Micmacs. Et ça va continuer, puisque le Canada, c'est un des fleurons d'une ébauche de colonisation à la française, qui va être poursuivi d'ailleurs par Champlain au début du règne d'Henri IV. Alors Henri IV, justement, je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le XVIe siècle, en 2 mots, c'est donc le privé, le public, et l'absence du public par rapport au privé, et les rois qui regardent du côté de l'Est et qui sont au cœur des guerres de religion. Donc la mer est loin. Et donc la France a raté la mer. Là, je réponds oui, évidemment, à la question. Alors le XVIIe siècle, c'est tout autre chose. C'est le siècle de l'État. Et là, l'État prend les choses en main. Donc 3 rois, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, et à chaque fois, la mer devient vraiment un moment important. Champlain, c'est la colonisation, le vrai début de la colonisation du Canada. Champlain fonde d'ailleurs Québec. On est dans les années 1610-1620. Il fera d'ailleurs une 12aine d'expéditions, Champlain, pour, aller de plus en plus loin à l'intérieur des terres. Mais bon, il n'y a pas d'autres éléments importants. Alors, Richelieu et Louis XIII, c'est évidemment la date essentielle. Et si vous avez une date à retenir, c'est, je dirais, 1631. 1631, je suis brestois, c'est, je dirais, la fondation de Brest, la fondation d'un arsenal, dont on va sûrement parler, qui est tout à fait important. Et à la limite, c'est le début de la projection vers la mer, Richelieu. Parce que notez aussi, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, que d'une certaine façon, l'État français, c'est un État terrien, c'est pas un État maritime. L'histoire de la France, ça commence par l'Île-de-France, et notez qu'il faudra beaucoup de temps pour que les provinces maritimes soient annexées à l'État. La Provence, c'est le XVe siècle, la Guyenne, c'est après la guerre de Cent Ans, c'est 1453, la Normandie, c'est au XIIIe siècle, la Bretagne, c'est tardivement. La Bretagne, on aura l'occasion d'y reparler, la Bretagne est annexée à la France, vraiment, en 1532. Donc vous voyez, il y a
aussi cet aspect. Et j'oserais dire que les rois de France sont des rois terriens. J'oserais presque dire que Louis XIV est un roi paysan qui considère le royaume comme son champ. Et la preuve, c'est que Vauban va faire ce qu'il appelle le précaré, c'est-à-dire transformer le royaume en un vaste champ dont les citadelles de protection sont là justement à la défensive. Donc vous voyez, quand on regarde, c'est pas vraiment vers la mer. Alors je reviens à Richelieu et Louis XIII. Alors Richelieu a compris la puissance de la mer. Et il y a une très courte citation. Il a dit « La première chose qu'il faut faire est de se rendre puissant sur la mer qui donne entrée à tous les États du monde. » Je pense que c'est le premier souverain de France qui a une conception vraiment planétaire de la puissance. Et donc il a mis en place en quelque sorte les éléments moteurs, basiques, si je puis dire, d'une véritable, culture de la mer armée. C'est-à-dire qu'il va faire le début d'une flotte militaire. Et alors, la suite, vous le savez, c'est Fouquet. On ne parle pas assez de Fouquet, mais Nicolas Fouquet, le malheureux contrôleur surintendant des finances, arrêté par Louis XIV. À Nantes, d'ailleurs, tiens, Louis XIV n'a pas tellement vu la mer. Il est allé à Dunkerque, il est allé à Nantes, il est allé à Marseille, mais ce n'était pas pour des affaires maritimes. À Nantes, c'était pour arrêter Fouquet. À Marseille, c'était pour détruire une ville qui se prenait pour une république maritime, justement, en 1660. Et à Dunkerque, il a perdu tous ses cheveux et il a été obligé de porter la perruque. C'est de la petite histoire, mais une histoire, après tout, pourquoi pas inintéressante. Alors tout le monde a porté la perruque à partir du moment où il a perdu ses cheveux à Dunkerque en 1658. Bref, Colbert. Oui, Colbert, c'est un nom important, évidemment, dans ce travelling rapide que je vous propose. Parce que Colbert, c'est vraiment la suite de Richelieu. Colbert a mis en place l'inscription maritime, il a développé la navale. Songez que quand Colbert arrive, il y a à peine 20 vaisseaux à la disposition de la marine, entre guillemets, étatique ou nationale. Et à la fin, entre guillemets, du règne de Colbert meurt en 1683, on est pratiquement à 200 navires. Donc il s'est passé là une véritable révolution. Il y a d'ailleurs un très beau livre de Daniel Dessert que je vous recommande, qui s'appelle La Royale, qui explique la manière dont Colbert, justement, a fabriqué cette marine nationale, à coup d'ailleurs de systèmes fiscaux, financiers, de grenouillage. Enfin, ça, c'est une autre histoire, mais qui est aussi intéressante. Bon, tout ça pour vous dire que le XVIIe siècle, c'est vraiment le siècle de l'État, et que vraiment, là, la France se projette dans la mer. Il y a des batailles navales, des réussites, et aussi des échecs. La Hougue, par exemple, en 1692, c'est une date tout à fait importante, et si vous lisez le magazine L'Histoire de ce mois-ci, vous verrez qu'en 1692, il se passe une véritable révolution. C'est une bataille navale qui est perdue, la Hougue, et la guerre de ligne, en quelque sorte, c'est escadre contre escadre, est remplacée par la guerre de corsaires. Et que sont les corsaires ? Ce sont à la limite des pirates étatisés, c'est-à-dire des pirates qui bénéficient d'une lettre de commission qui leur donne l'autorisation de piller, voilà, et d'aller châtier les ennemis, en l'occurrence les Portugais, les Hollandais, les Anglais. Alors la preuve de ça, et l'épisode le plus spectaculaire de ces corsaires, c'est Duguay-Trouin qui, en 1711, fait une descente avec une trentaine de navires dans la baie de Rio de Janeiro pour capturer la flotte portugaise et ramener à Louis XIV, qui a besoin beaucoup d'argent, on est en 92-93, c'est une crise terrible, eh bien, il ramène 4 millions de livres d'équivalent en or, en objets. Enfin, voilà un exemple de pirate corsaire, si vous voulez, étatisé à la fin du règne de Louis XIV. Et alors, je vais aussi très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 18e siècle. Alors, le 18e siècle, alors là, c'est très intéressant. Je dirais que le 18e siècle, c'est la mondialisation pour la France. Et le 18e siècle, siècle des Lumières, c'est le temps des, d'une grande maturation intellectuelle, évidemment, importance de l'Académie des sciences, importance de la géographie, importance des découvertes. Et si je vous cite les noms de Bougainville, de La Pérouse, de Kerguelen et de bien d'autres, eh bien voilà, vous avez compris, le XVIIIe siècle, c'est à la limite notre premier tour du monde, c'est Bougainville. Voilà. Magellan, c'était les années 1520, mais il n'a pas terminé, Magellan. Il est mort sur le retour. Je voudrais dire que le premier tour du monde réussi, c'est nous qui l'avons réussi, avec
Bougainville dans les années 1760, à l'époque de Louis XV. Et Louis XVI, comme vous savez, c'est pas du tout ce roi vraiment, j'oserais presque dire feignant, enfin c'est l'image qu'on lui donne. Non, c'est un roi très savant, qui aime beaucoup les cartes, qui aime beaucoup les géographies, qui aime beaucoup les sciences, qui s'est beaucoup intéressé à la mer. Il est allé à Cherbourg d'ailleurs, il a regardé de très 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 près les navires, il a suivi, il a aidé d'ailleurs à l'indépendance des États-Unis, qui est une grande affaire maritime aussi, pensez à Lafayette et à d'autres. Donc vous voyez, voilà, résumé rapidement, hein, je ne vais pas monopoliser la parole, 16e siècle privé-public, et hésitation entre les deux, mais c'est le privé qui l'emporte. 17e siècle, tout à l'État. 18e siècle, vive les sciences. Et la France en fait partie. Voilà. Merci bien. Et donc, et pour les... Et ensuite, alors, est-ce que l'État et les autres acteurs s'intéressent plus à la mer, et notamment nos présidents ? Alors, avant d'arriver à nos présidents qui d'ailleurs, non seulement sont allés dans les ports, mais on verra, ont aussi navigué. Nos présidents de la République ont embarqué. Alors, si je commence à la période qui suit celle que l'on vient d'évoquer, le tableau n'est pas très reluisant. C'est-à-dire que si je demande ici dans l'assistance qui connaît un tableau des débuts du 19e siècle maritime, tout le monde va me parler de la Méduse. Si on parle d'une bataille du début du 19e siècle, on va penser à Trafalgar. Et donc le tableau du début du 19e n'est pas très reluisant. On a 1816, finalement la Méduse, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que la conséquence d'une marine qui a perdu ses compétences, qui n'a plus de moyens, qui a des officiers qui ne s'entendent pas entre républicains et royalistes. Et donc c'est un peu le naufrage de l'incompétence, extrêmement triste. Sachant que, on l'oublie un petit peu, quelques années auparavant, la marine française avait été actrice de ce qui a été un des plus grands bouleversements géopolitiques de la fin du XVIIIe siècle, puisque par une victoire navale de septembre 1781, finalement, on arrive à la création des États-Unis, et donc à l'indépendance américaine. Donc il y a un tableau extrêmement contrasté entre finalement une fin du XVIIIe siècle qui finit sur cet épisode brillant, puis un début du XIXe siècle extrêmement noir, finalement. Alors, le tableau qui se dessine ensuite est un tableau qui est fait de beaucoup plus de contrastes. Beaucoup plus de contrastes, puisque le XIXe siècle sanctionne finalement une chose, c'est Britannia rules the waves, c'est-à-dire suprématie britannique absolue sur les mers partout. Et pourtant, la France réussit, sous l'impulsion de ses dirigeants, à se refaire une place, et d'une manière extrêmement singulière, intéressante, puisque on voit sous la Restauration la France intervenir dans le conflit qui oppose les Grecs aux Ottomans et remporter avec les Britanniques la bataille de Navarin en 1827, donc favoriser l'indépendance hellénique. Et puis, la France se retourne vers la mer, à la faveur d'abord de la lutte contre les barbaresques et des opérations qui font entrer la France dans l'époque de la deuxième colonisation, avec bien sûr la conquête de l'Algérie en 1830. Alors, on ne peut pas comprendre ce grand mouvement qui s'opère sans comprendre que la France est un pays qui, tout au long du XIXe siècle, innove énormément dans le domaine naval. Et parce qu'elle innove dans le domaine naval, développe un modèle autonome de modèle maritime qui parvient à se développer sans susciter une inquiétude démesurée du grand voisin britannique. Et ce modèle, on peut en citer quelques réalisations. C'est-à-dire que la France est, avec le vaisseau de Napoléon, le premier pays au monde à lancer un bateau à vapeur à propulsion par hélice. La France est, avec la gloire aussi, le premier pays au monde à lancer une frégate cuirassée. Donc il y a toute une série d'innovations navales, auxquelles on pourrait ajouter d'ailleurs la naissance de l'hydrographie moderne, avec Beautemps-Beaupré, au 19e, qui montre que, voilà, scientifiquement, techniquement, politiquement, la France revient sur les mers et elle pousse donc en direction de l'Afrique avec cette période de deuxième colonisation, mais elle pousse également très fortement vers l'Asie. Rappelons qu'à partir de 1853, la France s'installe en Nouvelle-Calédonie, qu'elle est actrice également de la guerre contre l'opium en 1860. Donc voilà, il y a un renouveau français sur les mers qui, petit à petit, ne fait pas oublier les conséquences du début du XIXe siècle, mais marque une forme de retour. Alors, ce retour est aussi celui de l'intervention
et d'une forme d'interventionnisme. Il y a bien sûr un cas dont on a parlé qui est celui de la colonisation, mais également de nombreuses opérations extérieures de la France qui se manifestent même aux côtés des Britanniques. Alors on a en tête un modèle intéressant qui est quand même celui de la guerre de Crimée, qui nous parle assez fortement aujourd'hui, parce qu'on voit que quand la Russie pousse vers le sud, ce qui est le cas à la fin du XVIIIe siècle, et avec la question des lieux saints, eh bien, la France, avec le Royaume-Uni, s'allie à l'Empire ottoman pour venir contrer la puissance russe et mener la guerre de Crimée, qui se termine donc avec le traité de Paris, intéressant sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est celui de la guerre de course, puisque parmi les clauses du traité de Paris, il y a l'interdiction de la guerre de course, on y renonce, mais il y a surtout la neutralisation de la mer Noire. Alors, la France est vraiment une actrice à ce moment-là, et je dirais que la guerre de 70, elle mène véritablement un coup d'arrêt à ce développement, qui est suivi cette fois-ci par une période de longue hésitation. C'est-à-dire que autant Louis-Philippe avait eu un intérêt très fort pour la mer, d'ailleurs son troisième fils, le prince de Joinville, était marin, autant Napoléon III a lui aussi eu un intérêt très fort pour la mer, autant, dans la période qui suit, les hésitations sont nombreuses. Faut-il avoir une stratégie défensive face à la Triple Alliance? Faut-il avoir une stratégie offensive vis-à-vis de l'Angleterre? Faut-il se refermer sur notre empire colonial? On ne sait pas. Et de ces choix politiques extrêmement hésitants découlent des choix aussi sur notre modèle de marine, notre modèle de développement maritime, extrêmement hasardeux, qui font que la France est dépassée par l'Allemagne à partir de 1906 sur le plan naval et qu'elle entre dans la Première Guerre mondiale avec un outil naval qui est très largement inadapté. Elle en paye lourdement les conséquences, hein, puisque elle passe à côté d'un élément fort du premier conflit mondial, qui est finalement l'affirmation des puissances maritimes, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui, à eux deux, après les traités de Washington, assurent leur suprématie sur les océans, ne donnent à la France qu'un rôle extrêmement secondaire, hein, puisque faut avoir l'idée qu'après les traités de Washington, la France est ramenée au niveau de la marine d'Italie. Voilà, c'est tout. Et que la France peine à s'affirmer. Je crois que sur l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale, le tableau est tout simplement apocalyptique. Mais la suite est, je dirais, sur le plan maritime et naval, assez intéressante. Pourquoi? Parce que la 4e République, pour le coup, subit, je dirais, à la fois les impératifs de la reconstruction et de l'époque des guerres coloniales dans laquelle elle s'engage, mais aussi de la pression de nos puissants alliés, britanniques, américains, qui cette fois-ci, dans le cadre otanien, voudraient bien cantonner la France à un rôle de puissance, je dirais, strictement régionale, dont le rôle serait que de surveiller ses approches et qui, surtout, ne doit pas avoir d'ambition océanique. Surtout, la France doit rester je dirais, sur ses limites proches. Et cette espèce de mise sous tutelle post-Deuxième Guerre mondiale coûte extrêmement cher. Là où, je dirais, une bascule intéressante s'opère, je dirais que là, il y a une véritable bascule océanique, c'est, je dirais, au début de la Ve République, lorsque donc le général de Gaulle annonce officiellement, à partir de 1963, la mise en chantier du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, hein, qui est lancé en 1967. Et cette bascule océanique est très clairement annoncée dans un grand discours qu'il prononce en 1965, d'ailleurs qu'il choisit de le prononcer à l'école navale. Et dans ce grand discours, il annonce quoi? Il annonce que la marine est amenée à jouer un rôle qu'elle n'avait encore jamais joué dans son histoire, c'est-à-dire un rôle de pivot de la défense. Et donc là, il y a une véritable bascule qui s'opère, c'est-à-dire fin des empires coloniaux, entrée dans la guerre froide, et cette guerre froide n'est pas simplement froide pour les raisons que vous savez, elle est froide aussi parce qu'elle se déroule beaucoup sous les océans, avec cet outil majeur qui est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins et donc la dissuasion nucléaire. Donc l'entrée dans l'âge de la dissuasion fait véritablement opérer à nos dirigeants cette espèce de bascule océanique qui ne s'était pas véritablement opérée au préalable. Alors pour dire quelques mots, et je crois que le temps presse, de la période contemporaine, je dirais que
aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière. Un moment charnière parce que dans la période qui a suivi la fin de la guerre froide, je dirais toutes les grandes marines du monde ont désarmé. Toutes, sans exception. Les États-Unis ont plus que divisé par 2 leur marine depuis 1990. La France, le Royaume-Uni ont désarmé fortement. Il y a un pays au monde qui n'a jamais désarmé, qui est la Chine. Et la Chine, qui avait à peu près 57 bateaux de premier rang en 1996, en a aujourd'hui plus de 350. C'est-à-dire qu'elle a un nombre de bateaux qui est supérieur à celui des États-Unis. Donc là, il y a un défi naval qui est en train de revenir sur le devant, très clairement. Et dans cet environnement, on peut s'interroger de ce qui va advenir de la position de la France, dans un contexte où, aujourd'hui, les moyens navals français restent à peu près stables. Jusqu'en 2030, ils le resteront. Si on prend simplement nos grands voisins, voilà, l'Italie, elle va augmenter d'à peu près 30% dans les 10 ans qui viennent, la taille de ses marines. Le Royaume-Uni d'un quart. Des pays comme l'Algérie vont doubler leur marine. Et dans la même période, la Chine aura doublé, l'Inde aura augmenté de moitié. Voilà. Il y a aujourd'hui un véritable défi à relever, puisque cette bascule océanique qui s'est opérée et sur laquelle nos dirigeants ne sont jamais revenus. S'il y a un site militaire que tous les dirigeants français ont visité sous la Ve République, c'est l'île Longue. Et quand je dis que nos présidents ont embarqué, effectivement, des présidents ont embarqué. François Hollande a embarqué, Emmanuel Macron a embarqué, et déjà avant lui, le président Giscard d'Estaing l'avait fait. Donc voilà, on est aujourd'hui à un moment charnière de notre histoire et qui rappelle d'ailleurs étrangement celui qu'on a pu connaître au début des années 60. Merci. Et donc, sur le plan diplomatique contemporain, notamment, quelle est la position de la France vis-à-vis de la mer? Est-ce qu'elle réussit à remplir ses rendez-vous ou pas? Je pense notamment aux négociations internationales. Oui, je pense qu'il y a eu un changement récent de la manière de se positionner pour la France par rapport à un certain nombre d'aspects. Il y a eu le fait qu'on considère l'océan comme un patrimoine commun de l'humanité, par exemple, grâce à la Convention de Montego Bay, a fait prendre conscience de l'importance géostratégique qu'il pouvait y avoir pour l'océan. Et malgré des allers-retours au cours du début du siècle, depuis les années 60 d'abord, avec la création du CNECSO, et puis ensuite, au jour d'aujourd'hui, avec la possibilité pour la France d'avoir réalisé pour la première fois un One Ocean Summit à Brest, par exemple, c'est aussi indiquer l'avenir que nous pourrions donner à tout ce qui est océan du point de vue français à l'égard de l'échelle internationale. Nous avons en ce moment réussi aussi, après le dernier round à New York d'une convention qui s'appelle BBNJ, qui n'est pas encore complètement terminée, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, à obtenir le fait que la 3e conférence sur l'océan, qui est UN Ocean Conference, soit portée par la France et par le Costa Rica. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque quand on regarde la position de la France auparavant au niveau des Nations Unies, nous n'étions qu'entre 2 eaux. Et là, maintenant, est affirmé aujourd'hui, depuis le One Ocean Summit, la décision de oui, allons-y. Il y a des enjeux extrêmement importants, qu'il s'agit du climat, de la biodiversité ou des enjeux géostratégiques. L'avenir de la France, ça peut être aussi l'océan. Mais justement, on peut peut-être prolonger tout de suite sur BBNJ. Donc, c'est Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Autrement dit, la protection de la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Donc, je vous laisse élaborer sur BBNJ. Oui, alors, qui est au programme, je précise pour ceux qui sont dans la salle. En fait, cet océan, il a été préempté par les États en partie après la Première Guerre mondiale. Il a été décidé qu'on avait
une contrainte qui était peut-être la navigation, la liberté de navigation sur les mers. Et cette convention de Montego Bay dont j'ai parlé tout à l'heure a engendré aussi une vision de l'océan comme patrimoine commun de l'humanité, qui a été une grande bataille et qui est la Bible de tous les diplomates aujourd'hui. On ne peut pas discuter avec un diplomate si on ne parle pas de cette convention. Cette convention, donc, a finalement permis d'avoir une identification du patrimoine commun de l'humanité pour tout ce qui était les ressources du fond des océans, les ressources minérales. Et il n'y a pas eu d'accord sur le reste de l'océan, toute la colonne d'eau. Par contre, depuis un certain nombre d'années, l'océan a été découpé en morceaux. Il y avait à la surface de l'océan la liberté de transport maritime, et c'est une organisation maritime internationale qui s'en occupe. Assez proche le micro. Et ensuite, a été décidé que les États avaient le droit de préempter de ce qu'on appelle des zones économiques exclusives sur une distance de 200 000. Et puis, finalement, si on regarde cet océan, vous aviez le reste de l'océan qui représente quand même 60% de la surface de cet océan qui n'appartient à personne. Et le fait que ça n'appartienne à personne, c'est évidemment le premier arrivé, le premier servi. Et donc, c'est fait jour le fait que pour les petits États insulaires qui s'appellent les grands États océaniques, qui se trouvent surtout dans les États du Pacifique, et pour tous les États aussi qui font partie de ce qu'on appelle les États, le groupe des 77, il y avait une peur que les ressources qui étaient à proximité de leurs frontières soient pillées. Cette peur s'est avérée réaliste à certains égards pour la pêche, par exemple, souvent. Et donc, ils ont poussé pour qu'on puisse finalement étendre cette notion de patrimoine commun de l'humanité à l'ensemble de l'océan, ce qui leur permettait de bénéficier du partage des avantages et des bénéfices que les industriels ou toute autre entreprise pouvait réaliser à partir de ressources marines. Et cette négociation devait se terminer il y a 2 ans. Le Covid n'a pas permis d'aboutir. Nous pensons qu'aujourd'hui, à la fin de l'année, ou en tout cas au début de l'année prochaine, ça sera la dernière négociation. Et nous pensons que c'est extrêmement important. Par contre, la manière dont on peut regarder cet accord, si toutefois il a lieu à la fin de l'année, c'est qu'il concerne surtout des ressources qu'on ne connaissait pas auparavant. C'est-à-dire ce ne sont pas les ressources des pêches, ce ne sont pas les ressources du minier, ce ne sont pas non plus les ressources énergétiques, ce sont les ressources génétiques. Alors c'est assez intéressant parce que finalement, c'est quoi les ressources génétiques ? C'est extrêmement abstrait. Par contre, on en fait une montagne, peut-être à juste raison. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que la matière génétique et héréditaire, l'ADN et les gènes peuvent permettre de donner naissance à, par exemple, des médicaments, par exemple, des substances intéressantes pour les industriels, etc. Merci. Donc l'investissement de la France dans ces négociations qui se déroulent à New York montre l'importance économique que la France a saisie, au moins en partie, par rapport aux mers et aux océans. Est-ce que ça a toujours été le cas, si on revient vers les temps modernes ? Vous voulez parler d'économie des intérêts économiques liés à la mer et aux richesses maritimes. Oui, absolument. Alors, dans la période qui est la mienne, 16e, 18e siècle,
évidemment, l'économie maritime est essentielle. Et là, je me permettrai de prendre un exemple que je connais un petit peu, qui est l'exemple de la Bretagne. La Bretagne, on l'oublie souvent, a été longtemps un État indépendant. Je parlais de l'annexion forcée à la France au début du XVIe siècle, mais songez que la richesse des ducs de Bretagne, en grande partie, repose sur l'économie maritime, et que les Bretons du XIVe, XVe, XVIe siècle sont ce qu'on appelle les rouliers des mers. Alors j'évoquais tout à l'heure la tension entre le privé et le public. Là, dirons-nous, l'économie est en connexion avec l'État. Et j'oserais dire que, sans faire d'histoire imaginaire, la Bretagne aurait pu avoir le destin du Portugal ou de la Suède. C'est-à-dire que, regardez d'ailleurs sa géographie, elle a à peu près la taille du Portugal. Et s'il n'y avait pas eu ce trop puissant voisin qui est la France, l'État capétien justement, eh bien, je pense que la Bretagne, sans exagération, aurait eu un destin thalassocratique, c'est-à-dire un destin où l'économie maritime était le fer de lance de la réussite politique. Le duc de Bretagne, c'est un véritable duc souverain. Il y a une cour, il y a un impôt permanent, le fouage, en Bretagne, qui d'ailleurs, 100 ans avant la taille, les rois de France ont mis au point la taille impôt permanent en 1453. Eh bien, dès les années 1360, le duc de Bretagne met en place un fouage qui est un impôt levé par feu, comme son nom l'indique, et qui repose essentiellement sur les roturiers et le tiers-état. Mais dans le tiers-état, il y a beaucoup de marins, beaucoup de travailleurs de la mer, pour reprendre une expression qui a été évoquée ce matin par Jean-Noël Jeanneney. Et donc, voilà, la Bretagne a été vraiment une puissance économique maritime extrêmement forte. Et vous en avez encore la preuve. Si vous visitez la Bretagne, vous serez très impressionné, je pense, par ce qu'on appelle les enclos paroissiaux. Et que sont les enclos paroissiaux? C'est la traduction dans la pierre des bénéfices maritimes obtenus par cette économie de la mer, justement. Lampol Guimiliau, même Plougastel d'Aoulas. Voilà, il y avait là toute une série de marchands, d'artisans textiles aussi, parce que l'autre aspect de la puissance maritime de la Bretagne repose sur une économie, disons, textile. Je vais prendre un exemple. Locronan, vous connaissez peut-être, dans le sud Finistère, magnifique ville du XVIe siècle. La prospérité de Locronan vient des toiles de chanvre, et ces toiles de chanvre, qui étaient exportées donc par la mer, eh bien, elles étaient les toiles des navires, des galions et des caravelles qui ont conquis l'Amérique. Et donc tout à l'heure, je disais, la France a raté son destin avec la mer. Je dirais que les voiles de Christophe Colomb étaient bretonnes. Chose extraordinaire. Donc voilà, on s'y retrouve. Nous sommes aux avant-postes de la mondialisation. Voilà, je crois, une réponse à votre question sur l'économie. Et j'oserais dire que cette économie bretonne extravertie, où le commerce maritime est le fer de lance, de Morlaix, de Quimper aussi, voilà, et il y avait plein de ports tout autour, évidemment, de la péninsule bretonne. Le Pouldu, par exemple, aujourd'hui, c'est à peine un village, mais au XVe siècle, le Pouldu avait des bateaux qui allaient jusqu'à la Baltique et jusqu'au Portugal. Même chose pour Pin-Horse ou Port-Salle ou l'Albert Hildut. Vous voyez, or, cette économie bretonne maritime, où la mer est le fer de lance de l'économie, a été littéralement cassée par Louis XIV. Voilà. Et je retrouve ici mon état lourd, en quelque sorte. Et c'est les guerres de Hollande, notamment, la guerre de Hollande, entre 1672 et 1678, ont complètement cassé cette économie bretonne extravertie. La preuve, c'est une levée de taxes supplémentaires imposée par Colbert. C'est aussi un blocus imposé par l'Angleterre et les Provinces-Unies. Et le résultat, c'est la révolte des bonnets rouges. Vous avez peut-être entendu parler des bonnets rouges de 2013, qui faisaient justement allusion aux bonnets rouges de 1675. 1675, grande révolte des Torébènes, grande révolte du papier timbré et cassure de l'économie bretonne. J'oserais dire que l'économie bretonne était vraiment aux avant-pointes, aux avancées même de l'économie mondiale, grâce à la mer jusqu'en 1675. Et à partir de 1675, c'est cassé pratiquement jusqu'en 1950. C'est-à-dire que la Bretagne entre, et je suis assez bien placé pour en parler, vous avez évoqué des histoires de la Bretagne que j'ai écrites, la Bretagne entre dans une zone grise et noire pratiquement de 1675 à 1950, 1960. Mais là, c'est une autre histoire. Je vous remercie. On voit là toutes les inégalités territoriales et même le fait que le destin actuel de la Bretagne est
pas toujours liées à la mer de manière homogène. Oui. Mais est-ce que alors on a réussi à réparer les dégâts depuis l'Ancien Régime? Je rebondirai sur le cas de la Bretagne, en fait, puisque le cas de la Bretagne pose une série de questions en fait, sur le positionnement même français sur la mer. Est-ce que la France est un État riverain, c'est-à-dire au sens où nous n'aurions que des rivages devant lesquels passent les flux du commerce mondial et l'activité économique du monde? Est-ce que la France est véritablement une puissance navale? C'est-à-dire là, on est dans l'ordre militaire. Est-ce qu'on est une puissance maritime avec des ports, une économie maritime, des activités? Quand on regarde le cas de la Bretagne, justement, on a une situation un petit peu intéressante. Puisque aujourd'hui, les flux du commerce mondial passent devant la Bretagne, mais vous n'avez en Bretagne pas un seul port de grande dimension. Il n'y a pas de grand port en Bretagne, et pourtant, vous avez des routes maritimes mondiales quasiment les plus empruntées qui passent au large du rail d'Ouessant, qui passent devant nos côtes. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, on voit que, grosso modo, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a un trafic de cabotage sur les ports bretons qui est extrêmement important, mais qui est, entre autres facteurs, aussi cassé par la Première Guerre mondiale, puisque Brest est choisi en fin 1917 pour être le port d'entrée des Américains en Europe. Vous avez quasiment 1 million de soldats américains qui arrivent par Brest, et vous en avez grosso modo 1 million qui repartent par Brest. Donc les flux humains, c'est quasiment 2 millions d'hommes par ce seul port, donc qui devient à ce moment-là un port majeur. Mais ensuite, pour transporter ces soldats, qu'est-ce qu'on développe en Bretagne? C'est le réseau ferré, en fait, qui est profondément remanié par les Américains. Ce développement-là fait que, d'un coup, aussi le commerce de cabotage est assez lourdement impacté. Alors, à la suite de cet épisode, rien, c'est retour à la situation antérieure. Brest cesse d'être un port d'importance pour le commerce, redevient un port arsenal. Et donc là, il y a effectivement une zone grise dans laquelle notre pays entre. Mais je voudrais dire qu'il y a quand même aussi dans les ambitions contemporaines françaises, dans les critiques contemporaines, ces ambitions de la Ve République, la définition de l'océan, à certains égards, comme une nouvelle frontière. C'est une nouvelle frontière aussi à conquérir. Vous connaissez tous dans le domaine spatial la création du CNES, le Centre national d'études spatiales. La Ve République naissante avait pour ambition de faire un CNEO, un Centre national d'études océanographiques, en 1962, lequel n'avait jamais vu le jour du fait de l'hostilité de la marine, qui ne voulait surtout pas que ces activités océanographiques basculent à 100% dans le domaine civil. Ça n'a pas empêché, un petit peu plus tard, la création, c'était 5 ans plus tard, du CNEXO, un Centre national pour l'exploitation des océans, qui aujourd'hui est connu comme étant l'IFREMER, puisque, sur décision de François Mitterrand en 1984, en fait, le CNEXO a fusionné avec l'Institut scientifique et technique des pêches pour devenir cet acteur majeur de la recherche scientifique française. Et là, quand cette ambition naît, on voit qu'il y a une ambition maritime globale française de développement. C'est-à-dire qu'on voit certes les leviers traditionnels du développement maritime, par le commerce, par la construction navale, mais on voit aussi poindre de nouveaux enjeux. On développe des capacités d'action dans les grands fonds, sujet qui est extrêmement d'actualité. On est à ce moment-là en 1961-62, en développant une flotte de bathyscaphes. L'Archimède est le premier bathyscaphe français qui plonge dans les Kourils en 62 à plus de 9500 mètres. Et si on fait ça, c'est pas simplement pour faire une prouesse technologique, c'est bien parce que on a cette ambition de conquérir l'océan comme nouvelle frontière, dont on identifie que demain, eh bien, il va être le lieu où vont passer les gazoducs, les oléoducs. On parle également de câbles sous-marins, qui à ce moment-là sont des câbles de télécommunication, on ne parle pas encore bien sûr d'Internet. Et puis on parle également de ressources minières, c'est-à-dire que l'océan devient véritablement un espace à conquérir, une nouvelle frontière. Et Françoise Gay mentionnait tout à l'heure les discussions en cours BBNJ. Je voudrais rappeler que la Convention de Montego Bay est sans doute une des plus belles créations du droit international de la deuxième moitié du XXe siècle, puisque les discussions quand même commencent à la fin des années 1950. Vous avez 3 conventions qui suivent. La Convention de Montego Bay est signée en 82, elle n'entre en vigueur qu'en 94, donc c'était une très 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 lente construction internationale, mais un outil aussi exceptionnel pour, je dirais, réguler les activités en mer, puisqu'elle ne définit pas des zones, enfin elle définit entre autres des zones de souveraineté dans la bande côtière, mais elle définit dans la bande des 200 nautiques et un petit peu au-delà, dans certaines conditions,
des espaces de droit souverain, hein, c'est pas des espaces de souveraineté. Mais ça définit bien de la manière dont les États vont pouvoir exploiter la colonne d'eau et également quelles vont être leurs responsabilités là-dedans. Donc, oui, il y a eu, je dirais, sur le plan économique, des ambitions fortes et qui, je pense, aujourd'hui doivent être très clairement renouvelées pour être à la hauteur de ce qui a pu être lancé il y a déjà maintenant 60 ans. Alors on voit dans l'ensemble de vos propos les aspects aussi scientifiques. Vous avez parlé du premier tour du monde, de l'exploration. On a parlé tout à l'heure dans la conférence inaugurale du plateau continental. On pourrait parler d'Extraplaque, du programme de recherche de l'Ifremer pour l'extension de la zone plus ou moins contrôlée par la France. Et donc, qu'en est-il sur le plan scientifique? Est-ce que la France a réussi ses rendez-vous avec la mer au cours des siècles passés et aujourd'hui? On a un peu de temps. Oui, écoutez, j'ai évoqué le XVIIIe siècle. C'est vrai que ce XVIIIe siècle, c'est un siècle important de redécouverte pour la France et de mondialisation. Et c'est vrai que là, l'État a joué un rôle important. Je pense qu'il faut évoquer la mise en place par Colbert de l'Académie des sciences dans les années 1660. Et cette Académie des sciences s'est aussi projetée vers la mer, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup agi, notamment pour des campagnes de cartographie, de mise au point de la visualisation du globe. Donc ça, c'est tout à fait important. Au XVIIIe siècle, c'est elle-même qui a initié toute une série d'explorations, je pense aux années 1730, parce qu'il y avait une controverse pour savoir si la Terre était véritablement ronde ou si les pôles étaient aplatis, ou si la Terre était aplatie en quelque sorte. Alors, ne me demandez pas les détails techniques, je ne suis pas du tout scientifique, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que des expéditions ont été mises au point, financées par l'État, à partir de grands savants. Le plus important, c'est la Condamine, qui ont fait des expéditions à la fois en Laponie et en Amérique du Sud pour calculer, alors ça a duré plusieurs années, pour calculer justement, pour savoir si la Terre était véritablement ronde ou non. Et les résultats ont été sans appel, aussi bien en Laponie que du côté de l'équateur. La Terre est aplatie au pôle. Donc voilà un exemple, si vous voulez, de scientificité importante appliquée et où la mer joue évidemment un rôle important et où l'État savant, en quelque sorte, joue aussi son rôle. Et j'évoquais en introduction Bougainville, Lapérouse, Kerguelen. Tous ces explorateurs jouent évidemment un rôle essentiel aussi dans cette histoire. Avec aussi, du coup, des aspects politiques avec les réceptions à la cour, les truands, en quelque sorte, parce que Kerguelen est quand même un grand mystificateur par rapport à la cour. Je vous laisse peut-être aborder un petit peu cet aspect... à la limite pratiquement du pirate, on peut dire. Oui, Kerguelen, je ne connais pas trop, je ne pourrais pas trop détailler. Mais disons qu'à chaque fois, c'est disons, une meilleure connaissance, évidemment, de la Terre. Et la France, là, joue un rôle, évidemment, moteur, tout à fait important au XVIIIe siècle. Mais on pourrait peut-être évoquer aussi la face sombre de cette conquête des mers. Enfin, je ne sais pas si... On peut effectivement l'aborder maintenant et puis voir après les aspects de l'Académie de Marine ou autres. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette expansion océanique du XVIIIe siècle, mais je pense qu'il faut aussi évoquer, et on retrouve l'économie, là le XVIIIe siècle a un rôle important, et je pense à Bordeaux, et je pense à Nantes, et je pense au commerce triangulaire. Enfin, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, mais ça fait partie de la face sombre aussi de, je dirais, la conquête des océans. Et là, Nantes a joué un rôle tout à fait essentiel. C'est le premier port négrier pratiquement de l'Europe. Songez que Nantes... entre, je dirais, date large 1700 et 1800, a envoyé 1400 navires pour la traite des Noirs sur les côtes de Guinée, pour ensuite les transporter vers les îles sous le vent, comme on disait, et les bateaux revenaient avec du sucre, du café. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Et je pense qu'il faut l'évoquer dans cette histoire, évidemment. On ne l'a pas jusqu'ici dit, mais une grande partie de la fortune, justement, des grands négociants de Bordeaux, voire même de Saint-Malo, de Nantes, repose sur ce commerce triangulaire et ce commerce du bois d'ébène, comme on disait. Et pendant très longtemps, c'est resté, je dirais, un peu la face occultée de cette histoire a été un peu dissimulée. Et je vous rappelle sans doute une date
tout à fait importante, 1992, où à Nantes eut lieu une très grande exposition, les Anneaux de la mémoire. Et ces anneaux de la mémoire, vraiment, sont tout à fait importants, justement, je dirais, dans l'histoire de l'histoire, puisqu'on a mis au grand jour cette face cachée, si je puis dire, de l'expansion maritime, pour montrer qu'une grande partie de la fortune des négociants du XVIIIe siècle reposait effectivement sur ce type de commerce. Et effectivement, voilà les liens entre découverte scientifique, économie, richesse. Et donc, qu'en est-il plutôt sur les périodes contemporaines au sens large de contemporain ? Je vais rebondir en fait sur la fin de la période dont on a parlé juste à l'instant. C'est-à-dire que la mer est un objet de bouillonnement intellectuel et scientifique à la fin du XVIIIe siècle. Il y a un véritable bouillonnement scientifique et intellectuel à la faveur notamment de la création de l'Académie de marine en 1752. Donc elle dure jusqu'à la Convention. Et dans cette académie, on va retrouver des marins, des hydrographes, des scientifiques de toutes les disciplines qui vont réfléchir à des sujets scientifiques extrêmement pointus. Et de ce côté-là, Brest devient une forme de capitale scientifique de la mer française, qu'elle reste d'ailleurs aujourd'hui. Et dans cette académie marine, on traite des sujets extrêmement importants. Pensez par exemple au calcul des longitudes et les moyens d'y parvenir. L'expédition à laquelle je faisais très rapidement référence au tout début de mon propos, à savoir l'expédition française de 1781 dans la guerre d'indépendance américaine, et la première expédition dans laquelle les bateaux emportent avec eux à titre expérimental des horloges de marine. Alors elles sont totalement fausses, elles donnent de mauvais résultats, de mauvaises informations, mais on teste. Voilà, on teste et on avance dans ce qui va devenir ensuite un outil aussi de sécurité de la navigation, parce qu'il y a toujours cet enjeu extrêmement lourd. En 1781, la flotte française se perd sans conséquence et ça peut prêter à sourire. Dans d'autres cas, des flottes entières se sont fracassées sur les Western Rocks des îles Scilly, avec des milliers de morts parfois. Donc il y a des enjeux extrêmement lourds pour la navigation et le développement du commerce. Et donc, paradoxalement, malgré, je dirais, la suppression de l'académie, eh bien, la mer est, je dirais, un moteur de développement scientifique. J'ai mentionné le développement de la propulsion vapeur. Et, bon, il y a des figures absolument incontournables, hein, comme du Puy-de-Dôme dans ces domaines-là. Mais la mer est aussi un lieu, je dirais, un objet de développement scientifique, un moteur puissant. Là, je reviens à l'époque beaucoup plus contemporaine. On l'a dit, à la faveur de la création du CNEXO, puis de l'Ifremer, mais il a prise de conscience qu'il fallait investir dans ce domaine-là pour assurer le développement futur de la France. On se rend compte, par exemple, au début des années 60, que notre flotte océanographique est aussi éclatée que faible. C'est-à-dire qu'on a une cinquantaine de petits bateaux, on a quelques centaines, enfin environ 1500 chercheurs qui sont disséminés partout, et on se dit non, ça ne suffit pas, il faut une véritable ambition pour la France. Donc à ce moment-là, on commence à créer une flotte océanographique, puisqu'on se rend compte que les grandes puissances dominantes du moment, les États-Unis, l'Union soviétique, ont chacune une centaine de bâtiments océanographiques qui parcourent les océans, et on se dit, voilà, les océans sont inconnus. On sait que, par exemple, le fond des océans est moins connu que la surface de Mars. Donc, il y a véritablement des connaissances à développer. Donc, c'est un objet de découverte scientifique qui ne cesse pas avec, je disais aussi tout à l'heure, l'investissement dans les grands fonds. Aujourd'hui, on y revient, mais ça a été une conquête scientifique et technologique à la fois. Puisque il faut imaginer les développements importants qu'il a fallu pour même concevoir des bathyscaphes capables d'aller travailler dans les grands fonds et voir toute l'architecture scientifique qui se met en place. C'est-à-dire qu'on voit pour la première fois, avec la création de la DGRST en France, donc la Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique ou Technologique, l'alliance entre la marine et le CNRS, il y a une conjonction de tous les efforts pour faire de l'océan à la fois un moteur du progrès scientifique et un objet de découverte. Merci. Et alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai un petit peu... Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez. C'est-à-dire, je pense que la manière dont la recherche sur l'océan, les sciences de l'océan sont développées en France, tient aussi à autre chose. C'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, c'est l'émergence de la biologie qui a
permis de regarder l'océan un peu autrement, avec cette question qui était celle de la validité des théories de l'évolution de Darwin. Et il y a eu un besoin d'essayer de comprendre et de valider ces théories à travers la polémique, la marque Darwin sur avantages ou désavantages acquis, etc. Et la mer a été la source de découverte de formes du vivant qui a permis de voir les choses totalement autrement. C'est-à-dire qu'il y avait une diversité qu'on avait absolument oubliée sur Terre. Et cette notion de biodiversité, qui a été émise beaucoup plus tard, mais en tout cas a été le début d'une attention de la recherche par rapport à la mer. Et la France a été aussi pionnière dans ce cadre-là, parce que c'est la première à avoir créé des stations biologiques au bord de la mer. Il y en a eu 3. Il y a eu Roscoff, puis Banyuls, puis Villefranche. Et aujourd'hui, cette année, d'ailleurs, c'était la semaine dernière, c'était les 150 ans de la création de cette station biologique. Ces stations biologiques ont eu un rôle considérable, parce qu'au niveau international, tout le monde venait, passait, c'était des résidences où les débats, non plus seulement sur la théorie de l'évolution, mais justement sur aussi l'évolution des connaissances génétiques, dont BBNJ est issu, entraînait un brassage intellectuel extrêmement intéressant et donnait envie aux étudiants, puisque ces stations étaient créées par des universités, donnaient envie aux étudiants de faire quelque chose et de travailler sur la mer. Donc ça, je crois que c'est... Et en Europe aujourd'hui, nous sommes les derniers pratiquement à avoir ces stations qui sont des phares du point de vue de la recherche scientifique. La deuxième raison qui fait que la France est assez en avance aussi du point de vue de la recherche scientifique, elle est la troisième du point de vue recherche fondamentale en sciences de l'océan, c'est qu'il y avait une connexion entre les techniques océanographiques et puis ces techniques biologiques. On a eu un peu de difficulté ensuite à certains moments. Je pense qu'il y a eu aussi l'arrivée d'autres aspects qui sont ceux de la communication, qui sont ceux de l'image, avec Cousteau, qui a été un ambassadeur remarquable pour une certaine génération, donnant envie de rêver autour de la mer et d'y aller et d'aller voir, puisque finalement cette figure qui a permis aux États-Unis d'identifier la France comme finalement un pays maritime, ce qui n'était pas forcément le cas par ailleurs, a aussi donné lieu au développement des ressources en sous-marins, sous-marines, que la France maintenant peut se targuer d'être en position, jusqu'à ces 10 dernières années, elles étaient en deuxième par rapport aux États-Unis. La Chine maintenant nous a dépassés, mais je pense qu'il y a eu des allures de yo-yo par rapport aux investissements du point de vue scientifique. Par exemple, nous avons eu en France le Grenelle de la mer, qui a fait suite au Grenelle de l'environnement, où il y a eu la constitution d'une communauté d'esprit autour de l'océan. C'était quelque chose de fantastique. Paradoxalement, le ministère de la Recherche n'a pas suivi par rapport à cette attente. Pour des raisons qui sont, je dirais, nous sommes plutôt intéressés par l'agriculture que par les sciences de l'océan. Aujourd'hui, j'attends beaucoup de la suite. Nous sommes dans une situation favorable et je pense qu'il y a pour les étudiants quelque chose de formidable qui est l'émergence de ce qu'on appelle les jumeaux numériques, par exemple. C'est-à-dire cette façon d'imaginer aussi que nous allons pouvoir
simuler grâce au numérique les mouvements de l'océan que nous ne savons pas faire autrement, puisque nous n'avons pas forcément tous les éléments pour l'analyser in situ. Je pense qu'il faut aussi se méfier peut-être d'aller trop en avant par rapport à cette idée, puisque ce que je vois, moi, c'est que les étudiants aujourd'hui qui sont dans les sciences océanographiques, finalement, ont tendance à rester au labo, parce que cet outil numérique est assez extraordinaire, et le coût des navires océanographiques est tel que il y en a de moins en moins, surtout avec la crise énergétique. Mais j'aurais un message d'espoir, c'est-à-dire je pense que nous avons les conditions de réalisation d'une recherche de pointe dans les sciences de l'océan. Et j'ajoute que nous avons aussi cette opportunité avec le One Ocean Summit, avec le UN Ocean Conference, de pouvoir imaginer ce qu'on appelle un International Panel for Ocean Sustainability, c'est-à-dire on a le GIEC, par exemple, pour le climat, on a l'IPBES pour la biodiversité, on veut avoir l'équivalent pour l'océan dans les années à venir. On va s'arrêter pour votre partie d'exposé. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir partagé ainsi ses connaissances pour illustrer les flux et reflux des relations entre mer et océan et France, parce que vous avez aussi ouvert plein de pistes et donc laissé le temps à la salle de poser ses questions pour approfondir les pistes que vous avez ouvertes. En tout cas, vraiment, merci beaucoup déjà dans un premier temps. Alors normalement, un micro doit circuler, parce que je vois des mains se lever, mais je ne vois pas le micro. Si le micro est là et les mains sont par là, au contraire. Pardon, vous allez faire votre séance de... Ah, alors, on reviendra vers vous juste après. Bonjour. Là, c'est bon ? Ça marche. Merci. Bonjour. J'aurais deux questions à poser. La première à Monsieur Cornette. Oui. À propos de la cassure, la brisure en Bretagne sous le règne de Louis XIV, de son expansion vers la mer. Oui. Est-ce que les Bretons n'ont pas pu bénéficier de la création aussi du port de l'Orient et de la Compagnie des Indes que vous n'avez pas évoqué ? Oui, j'ai pas évoqué effectivement l'Orient, mais concevez que l'Orient, c'est un peu une entreprise, je dirais, d'État. Hein. Ça commence d'ailleurs avec Colbert, oui, c'est pour ça. Oui. De nouveau. Et au début, ça a eu beaucoup de difficultés, hein, puisque la Compagnie des Indes orientales, puisque c'est de cela qu'il s'agit, a été fondée en 1664. Et c'est Port-Louis, qui est juste à côté de l'Orient, qui a été choisi comme port essentiel, hein, de passage de la France vers l'Asie. Mais en fait, ça a très très mal marché dans les premières années, parce qu'il y avait une sorte de confusion là entre le privé et le public. Louis XIV a beaucoup financé, mais bon, il y avait une contradiction entre les initiatives des négociants et les désirs de l'État, et surtout la guerre est arrivée très vite après, hein, la guerre de Hollande notamment, et donc cette compagnie a périclité. Il y a eu en gros une dizaine d'expéditions, vous voyez, entre 1664 et 1680, à l'époque où la compagnie vraiment sombre dans des déficits énormes. La deuxième étape, c'est la Régence. C'est au temps de la Régence, alors ça c'est le système de l'eau, comme on dit, l'AS, hein, qui est le financier du régent, qui a complètement bouleversé les finances de l'État et qui a impliqué l'Orient justement dans son système, y compris de billets de banque. Hein. Et alors ça c'est une histoire très complexe, mais très intéressante. Mais c'est là que l'Orient recommence à devenir vraiment une ville importante et le commerce là se développe. Mais ça n'a pas irrigué, si vous voulez, la Bretagne. Voilà, c'est-à-dire que les produits qui viennent d'Asie sont immédiatement, on passe par Nantes, sont revendus en France et dans toute l'Europe. Voilà, et ça n'a pas vraiment aidé la société française. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire bretonne. C'est-à-dire que la Bretagne, il y a quelques villes qui se développent, hein, parce que j'ai parlé d'une Bretagne grise et noire jusqu'en 1950-60. Il y a quand même quelques isolats de développement. Brest, par exemple. Mais Brest, c'est une ville qui vit par respiration artificielle. Même, je crois, encore aujourd'hui. Brest, c'est la ville de l'État.
C'est-à-dire que c'est l'arsenal, c'est la navale, et sans les finances de l'État, Brest existerait très peu. Même chose pour Lorient, qui est une ville un peu, je dirais, oxygénée par quelque chose qui n'est pas breton, qui n'est pas une économie bretonne. Alors il y a quelques développements, les sardines par exemple, les sardines en boîte, ça a été un grand développement au XIXe siècle. Voilà, mais ça reste quand même très très minoritaire. Et je pense à Bécassines. Bécassines, à la limite, c'est l'image justement de cette Bretagne en crise. La petite Bécassine n'a pas de bouche, elle ne parle pas, elle est une bonne à Paris. Voilà, c'est un peu l'image de ce déclassement de la Bretagne qui suit tout au long du XIXe siècle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, oui, mais ce sont des villes un beaucoup. peu artificielles, si vous voulez, par rapport à l'économie de la Bretagne. Rien à voir avec ces rouliers des mers des XIVe, XVe et XVIe siècles que j'évoquais et qui fonctionnent jusqu'à Louis XIV inclus. Et je maintiens, Louis XIV, c'est vraiment le grand prédateur de l'économie bretonne. Enfin, pas lui personnellement, j'ai rien contre Louis XIV, mais sa politique, évidemment. Et ma deuxième question serait pour Monsieur Kowalski. Vous parlez du développement des marines chinoises et indiennes considérables. Qu'est-ce que peut faire la France à l'échelle de pays aussi importants? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer dans ces cas-là plutôt un développement qui serait l'Europe pourrait peut-être développer à nouveau des bateaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire à titre de petit pays comme le nôtre par rapport à eux? Vaste question. Alors, je crois qu'il est clair pour tout le monde que la France n'a absolument pas les moyens de rivaliser avec ce type de puissance. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit son intérêt. En revanche, il y a quelques enjeux absolument majeurs pour des pays comme le nôtre. Et quand vous parliez de l'Europe, évidemment, c'est une question qui est à traiter, entre autres pays européens. C'est notamment celle du respect du droit international dans absolument toutes les zones du monde, parce que ce qui se passe aujourd'hui en mer de Chine méridionale nous concerne très directement. Cela nous concernera de toute façon très directement. Et on ne peut pas rester complètement insensible au fait que, oui, ces marines se développent. Alors, elles se développent numériquement. Maintenant, attention, le nombre ne fait pas tout. Derrière le nombre, il y a aussi des savoir-faire. Il y a aussi des technologies qui sont mises en œuvre, qui se développent sur le temps long. Ça, on sait que ça met énormément de temps. On met énormément de temps à apprendre sur mer. C'est une constante historique. Et donc, je dirais que l'aspect numérique ne doit pas simplement impressionner. C'est-à-dire que derrière, il faut considérer que les marines européennes et les marines occidentales en général restent des marines avec des savoir-faire élevés. Alors, ce qui est à prendre en considération, c'est qu'on sort d'une période de 30 ans, je dirais, de liberté absolue d'action. C'est-à-dire que les marines occidentales ont pu mener toutes les opérations qu'elles voulaient depuis la chute de l'Union soviétique sans jamais rencontrer la moindre contestation sur les mers. Et donc, on est entré dans une ère de compétition, voire bientôt de contestation, qui nous fait revenir à un ordre mondial que l'on avait peut-être un petit peu oublié. Voilà. Et donc la mer redevient un espace de contestation. Donc ça, on doit pleinement l'intégrer, mais on doit pleinement l'intégrer dans nos stratégies nationales et à certains égards adapter aussi les moyens dont on dispose. Merci. Il y avait une question en haut. Bonjour, merci de ces brillants exposés. Pourriez-vous revenir sur le choix d'abandonner les territoires continentaux d'Amérique du Nord enfin, vous direz si c'est un choix ou une contrainte, au profit de garder Saint-Domingue et les Antilles, c'est-à-dire le sucre et le café. Oui, donc je fais allusion aux quelques arpents de neige de Voltaire. Absolument. Et à la vente de la Louisiane. Voilà, vous évoquez le fameux traité de Paris de 1763, qui est une date de rupture dans l'histoire de France, effectivement, puisque la France abandonne officiellement des terres importantes, enfin, vu d'aujourd'hui, le Canada, et effectivement, Voltaire se moque de ces quelques arpents de terre. Mais je pense que si philosophie il y a quant à la, je dirais, conquête des mers et des terres, en France, on ne pense pas colonisation. Je pense qu'en Angleterre, assez vite, on a pensé
coloniser, c'est-à-dire, et d'ailleurs même chose pour l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire faire de ces terres lointaines des terres vraiment dépendantes des États continentaux, avec des populations, et beaucoup de populations sont allées du côté anglais, coloniser, à vrai dire, ce qui vont devenir les 13 provinces, qui vont d'ailleurs s'autonomiser et devenir les États-Unis. En France, c'est pas du tout ça. Je pense que la philosophie, c'est une philosophie des points d'appui, c'est-à-dire des petites enclaves, mais qui ne sont pas des terres de colonisation. Et pour répondre à votre question, je pense qu'on a pensé au niveau de l'État que les îles, justement, étaient beaucoup plus profitables que les terres lointaines du Canada. Et d'autre part, il y a très très peu de population qui va au Canada. Entre le 16e, j'ai évoqué Jacques Cartier et Champlain, mais c'est quelques milliers d'hommes seulement. Hein. Les Français au Canada, jusqu'en 1763, c'est quelques centaines d'hommes qui sont en majorité des coureurs des bois, hein, c'est-à-dire des trappeurs en quelque sorte, dont David Crockett serait l'un des archétypes. Mais il n'y a pas, justement, c'est pas le Mayflower, c'est pas ces populations qui colonisent en quelque sorte un territoire important. Voilà. Et donc je pense que, effectivement, les îles sous le vent, les profits de Bordeaux, de Nantes, de Saint-Malo ont été jugés plus importants que la gestion de milliers de kilomètres carrés. Voilà, je pense. Ce n'est pas du tout la conception du XIXe siècle. Merci bien. Une question à l'extrémité. Bonjour, merci déjà. Je voulais savoir, dans un contexte plus contemporain, les ONG, est-ce qu'il faut les considérer aujourd'hui par rapport à la France comme plutôt un instrument d'affirmation du pouvoir maritime, ou plutôt comme une menace ou quelque chose qui pourrait s'y opposer, justement? Moi, je veux bien répondre. Non, je pense que ce n'est pas du tout une menace. Il y a une vraie appétence d'un certain nombre d'ONG pour à la fois les problèmes du climat, de la biodiversité, qui font qu'il y a un intérêt et une promotion, puisque finalement, par exemple, la plateforme Océan Climat, que j'ai créée avec d'autres, on s'est créé au moment de l'accord avant la COP 21. Donc ça veut dire que notre idée était de promouvoir une certaine vision de l'océan pour qu'il soit pris en compte dans les négociations climatiques, puisque pendant 20 COP, on n'avait jamais parlé de l'océan. On parlait des forêts, par exemple, mais on ne parlait pas de l'océan. Or, il s'avère aujourd'hui que l'océan est le régulateur du climat. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que l'UICN est aussi dans cette mouvance, le WWF aussi. Enfin bref, je pense que la société civile commence à voir dans l'océan un acteur majeur avec lequel il faut compter. Oui, je voudrais revenir sur des sujets de plus d'actualité. Vous avez évoqué, l'histoire c'est le temps long, donc M. Cornette nous a évoqué tout à l'heure le contraste entre les investissements privés et les investissements publics, la place de l'État. D'un point de vue plus contemporain, on observe, c'est souvent oublié quand même, que la France dispose du troisième armateur mondial de transport conteneurisé avec CMA-CGM. C'est une réussite de ce point de vue-là. Par contre, si on regarde le classement des ports français, nous sommes très très loin dans le classement mondial si on prend les grands ports comme Marseille ou comme Le Havre, par exemple. Et puis sur le plan de la marine nationale, alors oui, effectivement, la France dispose d'une projection navale avec les sous-marins nucléaires, mais aussi avec le Charles de Gaulle. Mais par contre, très récemment, on a vu le fiasco tout de même de la vente de nos sous-marins en Australie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui ce contraste entre finalement l'initiative privée avec quelques réussites, je peux en donner d'autres exemples, et puis par ailleurs une relative faiblesse de la politique étatique française menée par les différents gouvernements depuis le général de Gaulle? Faiblesse des politiques françaises, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous parlez de certains échecs, et il y en a eu effectivement, oui. On aurait pu parler par exemple du paquebot France, et donc du naufrage de la construction navale française, des ambitions dans ce domaine-là. Alors,
oui, c'est un tableau qui est un tableau contrasté, mais on peut très difficilement aujourd'hui séparer la vision de la puissance maritime et de la puissance navale. C'est-à-dire que ce sont quand même deux piliers dont l'un va avec l'autre. Alors, vous parliez de la CMA-CGM comme troisième acteur mondial du transport conteneurisé. Il y a d'autres secteurs dans lesquels la France est extrêmement en pointe. Aujourd'hui, alors je voyais pas mal de gens dans l'Assemblée qui étaient en train d'échanger des messages sur Instagram ou autre. Ces messages sont tous passés sous l'eau pendant qu'on parlait. Et ils sont passés sous l'eau pour beaucoup dans des câbles qui ont été posés par un opérateur français qui s'appelle Orange, qui est un leader mondial. Donc, dans certains domaines, la France est effectivement extrêmement bien positionnée. Donc, c'est un tableau qui est certes fait de contraste, mais intéressant. Vous parliez de l'Australie, alors un sujet qui peut fâcher à certains égards, mais la question aujourd'hui qui se pose est non seulement industrielle, elle est également stratégique et opérationnelle. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a un an ne remet pas en cause le fait que les marines australiennes, françaises, indiennes opèrent ensemble dans la région, que ce sont des alliés dans les opérations et que certains questionnements continuent de se poser, même en ce qui concerne les Australiens. Les Australiens savent aujourd'hui qu'ils n'auront pas leur sous-marin avant 2040. Ils savent que les États-Unis sont également dans une position difficile pour les construire. On parle de la France, mais les États-Unis, il y a 30 ans, avaient quasiment 30 chantiers navals qui construisaient des bateaux militaires. Ils en ont aujourd'hui 7. Donc, dans une situation où la construction navale est un enjeu économique fort, avec un réarmement partout dans le monde, la situation n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 30. Mais rien. Parce que dans les années 30, la construction navale américaine était très forte, la construction navale européenne aussi. Ce n'est plus le cas. Et les chantiers navals civils, aujourd'hui, sont en Chine. Donc la réserve de puissance de construction navale n'est pas chez nous. Donc ça, c'est un enjeu fort. Mais sur les fondamentaux du transport maritime, de la stratégie, de certains secteurs d'activité clés, comme on parlait des câbles sous-marins, notre position est loin d'être fragile. Alors, s'il faut prendre en compte, on parlait de nouveaux acteurs tout à l'heure en parlant des ONG, c'est très vrai. Il y a d'autres acteurs économiques dans le milieu maritime aujourd'hui. Et ça, il faut véritablement le prendre en considération. C'est-à-dire qu'on parlait d'Orange, mais aujourd'hui, qui pose des câbles sous-marins, ce ne sont pas simplement les acteurs des télécoms. Ce sont les GAFA. Et si vous prenez aujourd'hui le câble transatlantique qui a le plus haut débit entre la France et les États-Unis, donc qui arrive quelque part en Vendée, c'est un câble qui a été acheté par Google. Voilà. Donc on a de nouveaux acteurs, et là, dans ces nouveaux acteurs, oui, la France, mais aussi les autres pays européens ne sont peut-être pas très bien placés. J'ajouterais peut-être aussi, quand même, par rapport, vous nuancez, vous opposez la réussite privée à la passivité, aux échecs publics. Il y a aussi quand même le fait que toutes ces ventes par rapport à l'Australie s'inscrivent dans des dynamiques géopolitiques plus vastes. Et on avait eu à peu près la même configuration face au Canada, à qui on devait vendre des frégates. Et les États-Unis, au dernier moment, avaient repris leur sphère d'influence classique, on va dire. Mais il ne faut pas oublier quand même que la France est très bien placée dans les négociations internationales. Et ça, c'est bien l'État français, que la réussite de CMA-CGM est liée aussi à l'État français, parce qu'il y a 3-4 ans, la société était au bord du gouffre, quand même. Donc, il faut voir aussi quand même ce rôle de l'État. Mais je laisse les panélistes qui sont plus experts que moi pour répondre aux autres questions. Est-ce que le micro... alors, si vous avez le micro, et puis on revient vers vous après. Merci. Bonjour. Ma première question, c'est pour Monsieur Joël Cornette. S'il peut nous parler d'Anne de Bretagne et de sa décision de créer sa flotte. Et puis, quelques anecdotes peut-être sur la bataille navale qui a suivi. Par ailleurs, vous nous avez parlé de Cousteau. Est-ce que vous auriez un mot concernant Paul-Émile Victor? Oui, alors, Anne de Bretagne, j'ai pas bien compris ce que vous voulez... Anne de Bretagne a décidé de créer sa flotte. Ah, la flotte d'Anne de Bretagne. Et la bataille qui a suivi. Oui, écoutez, la flotte d'Anne de Bretagne, c'est un grand mot quand même. Il y a un navire. Elle a souhaité la créer. Elle a souhaité, oui. Mais Anne de Bretagne, il y a tellement de désirs frustrés que voilà, ça serait toute une histoire. Bon, il y a quand même un navire qui est la Belle Cordelière, c'est ça, le navire d'Anne de Bretagne, qui était un navire extrêmement important, financé donc par l'État breton,
et qui a joué un rôle, qui est allé en Méditerranée, qui a participé au rêve de son mari Charles VIII de croisade, puisque j'évoquais les guerres d'Italie à partir de 1494, mais ces guerres d'Italie étaient conçues comme une sorte de prologue d'une croisade, c'est-à-dire aller au-delà d'Italie pour délivrer les tombeaux du Christ. Et il y a eu le tombeau du Christ. Et c'est là que, non pas la flotte, mais le navire d'Anne de Bretagne a joué un rôle. On l'a envoyé en Méditerranée. Bon, ça n'a pas vraiment réussi. Il est revenu et ça s'est terminé. Il y a eu un combat au large du Conquet. Il y a d'ailleurs des recherches qui sont menées régulièrement près du Conquet pour essayer de retrouver justement les traces de ce navire amiral d'Anne de Bretagne. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de marine d'État. J'évoquais les rouliers des mers, c'est plutôt là le privé qui l'emporte sur le public. Et donc, bon, parler de marine du duché, c'est, je pense, un peu usurpé. Voilà pour ma réponse sur Anne de Bretagne et les bateaux. Paul-Émile Victor, sans transition. Alors, Paul-Émile Victor, extrêmement important, évidemment, mais c'est un peu difficile pour certains océanographes de voir que l'Arctique, quand c'est glacé, est un océan. Donc, il y a de ce point de vue-là, Paul-Émile Victor est plutôt un explorateur revendiqué par ce qu'on appelle les glaciers. Et cette ambiguïté fait que, par exemple, Jean-Louis Étienne, aujourd'hui, est un grand explorateur qui n'est pas forcément aussi connu en ce moment dans ses projets que Tara, par exemple, qui est vraiment bien identifié comme Tara, un navire océanographique, alors que ce que fait Jean-Louis Étienne est quand même aussi important du point de vue océanographique par rapport à sa nouvelle expédition dans l'Antarctique. Et la différence ne vient-elle pas aussi du fait que Jacques-Yves Cousteau était vraiment parti à New York pour promouvoir cela, et que le rôle que n'a pas joué Paul-Émile Victor. International. Il avait vraiment... Et puis il voyait l'océan, de toute façon, comme une entité mondiale. Alors donc, autre question. Oui, c'est pour M. Cornette en particulier. Vous avez parlé de la visite d'Henri II à Rouen en 1550. Il y a quand même une réponse d'Henri II, c'est la France antarctique avec le voyage de Villegaignon 5 ans après. J'ai pas évoqué effectivement la France antarctique. Et les lier, pas vraiment liés au message des Rouennais. Je pense que la France antarctique, c'est un point. C'est une tentative d'implantation, je ne parle pas de colonisation, dans la baie de Rio de Janeiro, qui a été engagée dans les années 1550, effectivement, après l'entrée de Rouen. Donc ça concerne quelques centaines d'hommes au maximum, et ça aurait pu être un point de départ vraiment d'une petite conquête française en terre australe. Mais bon, là aussi, ça a été un échec cuisant, puisque cette tentative s'est soldée d'abord par des querelles internes très complexes. On est à l'époque où le protestantisme se développe, et beaucoup de ceux qui sont partis justement étaient des protestants. Il y a eu des conflits sur la transsubstantiation, enfin je passe sur les détails, et le résultat final, ça a été que les Portugais, évidemment très mécontents de voir les Français arriver sur leur plate-bande américaine, enfin Amérique du Sud, les Portugais ont détruit, à vrai dire, cette enclave française très vite, et donc ça s'est arrêté. Ça a été vraiment... une sorte d'épisode avorté, on va dire, de tentative française d'implantation en terre australe. Mais ma question, c'était... Alors, est-ce que justement les querelles protestantes sur cette aventure, est-ce que finalement le rendez-vous manqué de la France au XVIe siècle, c'est pas aussi le fait que les guerres de religion, on connaît La Rochelle, bastion protestant, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les tensions religieuses particulières à la France vont, sinon détourner, ou en tout cas empêcher l'État français d'avoir une vraie politique navale? Absolument. Je pense que les guerres de religion sont un tel traumatisme, un tel, disons, concurrence de violence que, évidemment, l'État royal ne peut pas du tout se lancer dans des expéditions au loin. Donc, entre 1562
et 1598, je pense qu'il est hors de question qu'aucun roi ne puisse s'intéresser aux choses de la mer. Et puis les rois, je dirais, c'est des rois un peu faiblards. Si vous regardez François II, si vous regardez Charles IX, voire même Henri III, Henri III, c'est une sorte de Louis XIV raté, si je puis dire. Il a voulu développer l'État royal, mais il y a une époque où c'est encore la féodalité, où les grandes familles se disputent entre protestants et catholiques. Bon, on est de toute façon loin du regard vers la mer. Donc, de toute façon, les guerres de religion ont stérilisé toute possibilité française de participer à la mondialisation. C'est assez clair. Donc, il est évident que le XVIe siècle, là, c'est un rendez-vous raté, à part quelques exceptions que j'ai évoquées, Jacques Cartier, et effectivement, mais j'ai pas eu le temps, j'aurais pu évoquer cette baie de Rio de Janeiro, mais là aussi, ça a été un échec. Donc c'est une série d'échecs tout de même. Une dernière question. Il faut que le micro vous parvienne. Les rendez-vous avec la pêche, quel avenir? C'est contemporaniste. Excusez-moi. Oui. C'était bien. À gauche. Mais on a déjà les rendez-vous avec la pêche, quel avenir? Et puis après, on répondra à votre question. Donc, brièvement, les rendez-vous avec la pêche. Alors, si vous parlez de la pêche française ou de la pêche en général, je dirais que sur la question de la pêche, vous avez quand même deux traits saillants pour moi aujourd'hui. La pêche est finalement une des dernières activités de prédation humaine, de chasse, on va dire, dans notre espace. Et sur le plan international, aujourd'hui, on voit que les cultures maritimes commencent à prendre le pas aussi sur l'activité de pêche. C'est-à-dire qu'il y a une mutation économique profonde dans le monde. C'est-à-dire que les activités d'élevage font que l'activité de pêche aussi représente une part de moins en moins forte du poisson consommé dans le monde. Néanmoins, la pêche reste un point pour moi qui suscite l'attention, puisque autour de la question des pêches se pose la question de l'accès aux ressources halieutiques, qui de plus en plus devient un objet de tension internationale. On a une population qui est à l'échelle mondiale de plus en plus littoralisée, dépendante de la mer, qui est grosse consommatrice de ressources halieutiques. Et il suffit de regarder la carte mondiale des déploiements de bateaux de pêche pour se rendre compte de combien la question des pêches peut demain devenir une source de tension, mais qui ne se limite pas aux activités de pêche de pays qu'on connaît bien comme la Chine, mais qui aussi touche l'Europe. Vous avez pu suivre que l'actualité du Brexit a été elle aussi source de tension, donc ne serait-ce qu'au niveau européen, c'est une question qui est toujours brûlante. Merci. Donc dernière question. Oui, la France a pu jouer un grand rôle maritimement dans les années durant la guerre froide. Est-ce qu'aujourd'hui la France a encore une capacité à affirmer une puissance maritime face à la réémergence de la Russie, à l'émergence navale de la Chine ou du Brésil? Alors j'ai pas vu d'où était la question, pardon. Oui, parfait. Oui. Ce qu'on peut retenir de cette aventure des années 60 et de la guerre froide, c'est que s'est posée la question du développement d'une industrie souveraine et du développement des outils de la souveraineté française. De ce côté-là, la France a développé un modèle qui est autonome et singulier en Europe, qui aujourd'hui encore offre certaines garanties. Encore une fois, c'est vrai que l'échelle des puissances militaires fait que la France n'est en rien comparable aux puissances que vous avez mentionnées. Néanmoins, ce que disait en son temps Valéry Giscard d'Estaing lors d'une visite à Lelong est toujours vrai. Quand le président français discute avec ses homologues américains, russes ou autres, il discute d'égal à égal. Il discute d'égal à égal parce qu'il dispose aussi des mêmes instruments de la puissance. Et un instrument de la puissance qui fait que le président est authentiquement, et ça c'est le fait de la Ve République, chef des armées. Donc ces instruments, il les possède toujours. Voilà. Et certes, il y a des notions d'échelle qui jouent, mais sur le plan industriel comme sur le plan militaire, ces outils continuent d'exister. Bien, mais le temps imparti, sauf si... Non. Le temps imparti est écoulé. Merci beaucoup aux trois panélistes et merci à chacun de vous.